Alors, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir dans les autres méthodes. Donc, celle qui a suivi peu de temps après, c'est Café Crème, 97. Alors, Café Crème. Donc, une méthode publiée en 1997. Le titre évoque, alors là, non pas quelque chose qui relève de l'international, comme on le voit souvent chez un certain nombre d'auteurs, ou d'un public ciblé, comme dans Fréquence Jeune, par exemple, mais là, quelque chose qui est censé être, alors c'est peut-être aussi un stéréotype, un attribut de la vie française, le café, puisque dans les stéréotypes qui sont véhiculés à l'étranger, le café à la terrasse avec des croissants, c'est censé être typiquement français. C'est pas complètement faux, c'est probablement pas non plus complètement vrai. Alors, ce coup-ci, les auteurs sont plutôt présentés comme des praticiens, puisque, d'abord, ils sont 4. Massia Kadman Pugac, Sandra Trevisi, Marcella Beacco di Giura et Dominique Genepin. Tous présentés comme des professeurs de français, et dont on aura évidemment nécessairement remarqué, y compris parce que pour certains c'est expliqué, par exemple une personne qui enseigne en Suisse, que ça ne relève pas spécifiquement de quelque chose qui est franco-français, centré sur la France, mais des gens qui apportent des compétences et des expériences venues d'autres univers linguistiques et culturels. L'éditeur, ne nous étonne pas non plus, achète Collection français langue étrangère. Vous voyez que c'est toujours les mêmes qui reviennent, des éditeurs spécialisés. Donc, 1997, les différents auteurs se sont partagés des parties spécialisées du contenu. Il est rare que ça soit dit, c'est dit dans cette méthode-là. Donc une personne spécialiste plutôt des parties qui s'appellent découvertes, on va les voir, une autre pour la grammaire, une autre pour parole en liberté, donc les exploitations pédagogiques, et une autre pour la civilisation, les aspects culturels. Alors, les matériels et les supports de Café Crème, que je n'oublie rien. Donc, le livre de l'élève, qui ne s'intitule pas spécifiquement d'ailleurs. Alors, ce coup-ci, ça s'appelle Guide pédagogique, destiné aux enseignants. Comme d'habitude, le cahier d'exercice. Il y a 2 types de supports son, 3 cassettes audio et 1 CD audio. Et puis, 97, on voit apparaître un coffret vidéo. Le temps passant, les innovations technologiques apportent de nouveaux supports. Alors, comme d'habitude, on regarde la structuration de la méthode par sa table des matières. Dans le livre de l'élève, la table des matières est relativement succincte et elle n'annonce que les parties, les unités et les intitulés des supports. Il n'y a aucune information spécifique à la fin sur, je les cherche et je vais vous les retrouver, les contenus détaillés. En revanche, séparé de la table des matières, il y a dans cette méthode ce qui s'intitule un tableau des contenus. 4 parties intitulées « Bonjour, à mon avis, dis pourquoi, alors raconte », des situations de communication. Et on va prendre pour exemple la partie 1, mais c'est vrai pour toutes les parties. Les contenus sont présentés dans un tableau qui donne en priorité le thème. Vous vous rappelez de cette approche thématique qui est là depuis les méthodes notionnelles fonctionnelles. Le thème du dialogue et des supports d'activité. Après quoi, on présente le savoir-faire. Je vous rappelle que c'est en termes de savoir-faire qu'on formule les compétences en pédagogie. Donc, le thème, c'est la présentation. Le savoir-faire, c'est se saluer, se présenter. Après quoi arrive le vocabulaire. Et donc,
dans la leçon de bienvenue, qui est une espèce de leçon 0, encore une fois. Le vocabulaire, c'est les mots dans la classe. Et enfin, la grammaire. En l'occurrence, il s'agit de « je m'appelle ». Et vous voyez dans quel ordre sont données les informations. La priorité, c'est le thème, puis les compétences, le savoir-faire, et ensuite viennent les contenus linguistiques, les caractéristiques techniques, le vocabulaire et la grammaire. Donc c'est typiquement un outil qui a un fonctionnement communicatif, en tout cas dans son organisation. À la fin de chaque partie étant constituée de 4 unités, il y a un élément dit de civilisation qui porte sur des données culturelles. Et vous voyez que les 4 qui nous sont proposés sont espace, couleur, rythme de vie et Paris-Capitale, où on voit à la fois des choses qui relèvent de la vie quotidienne, comme rythme de vie, et des choses qui relèvent d'une vision un peu plus traditionnelle, peut-être même un peu plus stéréotypée des données de civilisation, comme la présentation de la capitale du pays. Ensuite, on vérifie ce sur quoi les auteurs mettent l'accent en termes de présentation et de choix pédagogiques et didactiques. On peut retenir 3 points importants dans ce qu'ils disent. D'une part, on vise, alors c'est le niveau 1, on vise les acquis de base, ce qui, vous le savez, devient de plus en plus une règle, c'est-à-dire le fait qu'on donne aux gens des outils importants, fondamentaux, sans avoir des degrés d'exigence trop élevés. Hein, c'est l'abandon du purisme et de l'encyclopédisme en didactique des langues dont on voit ici un résultat. Ils mettent le choix sur leur stratégie pédagogique, sur l'organisation, la structure. Alors, avec ce qu'ils appellent une démarche innovante, mais qui est tout simplement la démarche dite expérimentale ou expérientielle en pédagogie, qui consiste à découvrir, puis systématiser, puis transférer des contenus, des compétences, des apprentissages. Donc on découvre grâce à la situation de communication, on systématise en ayant une maîtrise consciente et on transfère en s'en servant dans d'autres situations de communication. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est une certaine tendance à mettre l'accent sur la diversité, sinon du monde francophone, en tout cas des francophones de France, puisqu'on nous dit que l'histoire de Parole en liberté est constituée par 4 histoires qui permettent de diversifier les lieux. On passe d'Aix à Toulouse, de la banlieue à Paris. Ce n'est pas forcément un univers très très large, mais malgré tout, c'est plus, rappelez-vous, les méthodes anciennes où tout se passait exclusivement, obligatoirement, quelque part entre la gare Montparnasse, les Invalides et le musée du Louvre. Ça s'ouvre un peu. Dans cette méthode, on a, ça c'est aussi une trace de l'approche interculturelle, et c'est à noter, y compris, parce que c'est déjà une dose d'approche indirecte, un lexique plurilingue qui est donné à la fin, où donc les mots français sont traduits, évidemment de façon très schématique, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en grec moderne. C'est une façon de cibler les utilisateurs de cette méthode aussi, évidemment. Pour ce qui est de la structure type de l'unité et des types de contenus, on peut reprendre les éléments qu'on a sous les yeux. Donc, chaque unité propose des objectifs fonctionnels, c'est-à-dire des objectifs de communication, et des objectifs linguistiques qui servent les objectifs fonctionnels. Et donc, je vous invite à observer les dialogues qui servent à apprendre à se présenter, et vous allez remarquer un choix qui lui aussi est innovant et interculturel. Le dialogue A, c'est « Kyoko et Thierry sortent de l'université. Salut, je m'appelle Thierry. Et moi, Kyoko, tu es japonaise. Oui, tu es étudiante. Oui, j'apprends le français, mais à Tokyo, je suis journaliste. » Et d'autres dialogues où les protagonistes se diversifient. Ça veut dire quoi? Et les auteurs le disent dans
guide pédagogique, ça veut dire qu'il considère que les personnages et les pratiques linguistiques qu'on va entendre ne sont pas nécessairement celles de français francophones, mais de n'importe quelle personne qui parle français, y compris des étudiants étrangers apprenant le français, qui peuvent faire en gros écho à une partie des utilisateurs, des apprenants qui vont utiliser cette méthode. Si on regarde les éléments de type culturel, et je terminerai avec ça, voilà la partie espace. Donc, les données espace portent sur l'ensemble des territoires français, y compris, ça devrait paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas, les territoires et départements d'outre-mer, la géographie de la France et les différents types de paysages. La partie civilisation qui se trouve après l'unité 8, à partir de l'expression des couleurs, qui, vous le savez, est un des domaines clés de variation des langues, et de variation culturelle des langues, travaille l'identification des lieux, à partir de les couleurs dans les villes, les couleurs dans les rues, les devantures de magasins, etc. Et puis, on va regarder ce qui se trouve après l'unité 12, puisque c'est toutes les 4 unités. Et là, nous allons trouver les rythmes. Et là, on a quelque chose qu'on vient de rencontrer dans Libre-Échange, le calendrier de la vie collective, les vacances scolaires, les fêtes religieuses, civiles, commémoratives, les manifestations sportives, les manifestations culturelles, les gâteaux, les rituels qui sont liés à un certain nombre de périodes de l'année. Et là, on est typiquement dans des données culturelles de type ethnologique ou anthropologique. Et donc, on va terminer en allant observer la méthode la plus récente que nous ayons à disposition, que je viens de récupérer, et donc ça sera une surprise pour vous. C'est la méthode Studio 100. Alors, la méthode Studio 100 a été publiée en 2001. Son titre fait référence à la radio et à la télévision, évidemment. Sur la couverture, il y a un certain nombre de photos qui représentent des personnes en train d'écrire, des personnes en train de parler ou d'utiliser un ordinateur. Donc c'est une méthode dont les supports sont devenus habituels, le livre de l'élève, le cahier d'exercice, le livre du maître, des cassettes audio sur lesquelles sont reproduits les dialogues et un CD sur lequel sont reproduits les supports d'exercice. Le CD accompagne les cahiers d'exercice. Il n'accompagne pas la méthode elle-même, enfin le livre de l'élève, le support principal de la méthode. Alors, les caractéristiques de Studio 100. Les auteurs, ils sont nombreux, ils sont 5. Christian Lavenne, Evelyne Bérard, Gilles Breton, Yves Cagnier, Christian Taliante, dont les qualifications professionnelles ou institutionnelles ne sont pas précisées. Vous savez que c'est un choix qui est fait par certains auteurs. Les matériels et les supports, on l'a vu. Alors, le plan, la table des matières. La méthode est structurée en 4 parcours. En gros, les parcours correspondent à ce que, par ailleurs, on a pu appeler une partie, par exemple, ou une unité. Chaque parcours porte sur un thème ou un acte de communication ciblé. Je vous donne les exemples. Parcours 1, obtenir et transmettre de l'information. Parcours 2, goût, opinion, argument. Parcours 3, le temps. Parcours 4, interaction. À l'intérieur, et ça c'est une caractéristique de cette méthode, c'est découpé en séquences et non pas en unités organisées toutes de la même façon. Et l'une des propositions que font les auteurs de cette méthode, c'est qu'on puisse l'utiliser à des rythmes différents.
qu'on puisse soit répartir les séquences sur un rythme scolaire, soit grouper les séquences de façon plus intensive, avec des horaires plus massifs, comme ça se fait par exemple en formation continue. Là aussi, ce sur quoi ils mettent l'accent, c'est sur la structuration pédagogique. C'est vraiment devenu un élément important des choix des auteurs de méthode. Mais, je vous le disais, cette structuration pédagogique, à l'inverse de la plupart des méthodes, n'est pas une structuration identique pour chaque unité, donc ici, en fin de compte, pour chaque parcours ou pour chaque séquence. Hein, on a vu que d'habitude, il y a chaque unité qui est organisée de la même façon, avec le dialogue, les activités d'exploitation, les exercices de grammaire, etc. Et à chaque fois, on recommence dans le même ordre, en tout cas, c'est présenté dans le même ordre dans la méthode. Après, les enseignants et les élèves peuvent éventuellement le pratiquer dans un autre ordre, mais c'est organisé de façon toujours identique. Là, ils ont fait un choix original, rare, qui consiste à, ils le disent très clairement, ne pas organiser la méthode autour d'un schéma répétitif qui consiste la plupart du temps à articuler chaque unité ou leçon autour d'un dialogue central suivi d'activités grammaticales et d'exercices. À l'inverse, une séquence de studio propose toute une série de petits noyaux d'apprentissage s'appuyant sur des supports variés, mettant en jeu une ou plusieurs compétences de communication. Donc, au lieu d'avoir une organisation toujours identique, on a à chaque fois des mini-séquences avec des noyaux supports qui peuvent être extrêmement variés. Alors, on peut d'ailleurs aller vérifier ce que sont ces mini-séquences. Alors, évidemment, il y a une séquence 0 où les gens apprennent à faire connaissance. Et je prends la séquence 1 qui s'appelle contact. Donc, il y a des objectifs qui sont savoir-faire, se repérer dans l'espace et dans le temps, identifier les personnes, donc des objectifs de communication, ce qui implique du contenu grammatical, du contenu lexical, phonétique et du contenu culturel. Comment est-ce qu'on se salue ? Ce qu'on propose de faire dans cette séquence-là, c'est que les gens écoutent des mini-dialogues, donc ces deux répliques, et qu'ils disent quelle est l'image, elles ont chacune une lettre, qui correspond au dialogue qu'ils viennent d'entendre. Donc, ils associent des mini-dialogues à des situations. Pour la prise de parole, c'est exactement la même chose. On les met en situation de passer des petits coups de téléphone. Et ça continue ainsi avec toute une série de mini-activités. Donc, vous avez des photos avec des personnes qui sont en train de faire des choses dans la vie quotidienne, et on dit qu'est-ce qu'ils font ? Écouter et trouver la profession de chaque personnage. Par exemple, il y a une personne qui s'adresse à une autre et qui lui dit « Je peux vous poser quelques questions, c'est pour le journal Le Monde. » Vous avez mis du temps à trouver la profession, hein, manifestement. De la même façon, il y a des mini-activités qui portent sur les lieux, etc., etc. Donc, vous voyez que le choix qui est fait, c'est qu'au lieu d'avoir un grand dialogue avec tout qui gravite autour, on construit pour chacun des micro-éléments des compétences des mini-supports qui y correspondent. Et c'est lié au choix pédagogique qui consiste à dire on peut l'utiliser de façon extensive, donc très peu d'heures par semaine, dans ce cas-là on va prendre une toute petite partie des supports, ou de façon intensive, et dans ce cas-là on va travailler beaucoup de supports en même temps. Ce qui est moins évident avec des méthodes organisées de façon rigide autour des mêmes dialogues, parce que, vous l'avez connu, quand les dialogues sont trop longs et qu'on travaille en méthode extensive, qu'est-ce qui se passe ? Les enseignants disent « Aujourd'hui, on va faire le premier tiers du dialogue ». Oui, mais est-ce que le premier tiers du dialogue constitue vraiment un tout communicatif, signifiant, cohérent ? Pas toujours. On voit même des fois où le dialogue est coupé. Par exemple, il y a 24 répliques, on coupe à la 12e. La 12e, c'est une question. On s'arrête là, tant pis, la réponse, on la verra la semaine prochaine. On ne peut pas vraiment dire que ça soit d'une grande cohérence communicative. Mais ça met les gens en situation de faire des découpages plus ou moins arbitraires. Eux disent, puisqu'on peut varier l'intensité du travail, on abandonne les grands supports, les supports trop longs, et on travaille que sur des mini-supports. C'est ça l'idée.
Ensuite, et je termine avec ça, 2 caractéristiques qui ne vont pas vous surprendre, mais qui sont importantes. C'est dit très simplement, mais ça s'intitule « Une langue vraie ». Et donc les auteurs affirment « Nous nous sommes efforcés de créer des dialogues proches de l'authentique, vivants, amusants, témoignages directs de l'acte de communication. » Alors, proche de l'authentique, ça nous renvoie au débat qu'on a déjà envisagé ensemble, hein, sur documents authentiques, documents pédagogiques, l'alternative étant le document vraisemblable, c'est ce qu'ils disent en fin de compte. Ce qu'ils présentent, c'est de la langue vraisemblable, pas une langue trop éloignée des pratiques usuelles, normales des francophones. Alors, il va falloir qu'on vérifie. Et puis, évidemment, on dit, c'est une méthode qui date de 2001, qui se répand depuis 2002-2003, hein, interculturel, nous avons privilégié l'aspect interculturel dans la découverte de la dimension socio-culturelle de la langue française. Il est en effet essentiel que l'étudiant puisse échanger sur sa propre culture, sur son environnement et sur son mode de vie. La culture et la langue des apprenants qui est intégrée dans l'apprentissage du français. N'oublions pas que le français n'est pas utilisé uniquement en France par des francophones, mais partout dans le monde par des locuteurs parlant des langues maternelles différentes. Et là, on est vraiment dans l'hétérogénéité de la langue et de ses usagers. Et donc, derrière, des identités socioculturelles et des pratiques culturelles qui y sont associées. Là, c'est affirmé très clairement comme un choix fort dans une méthode extrêmement récente. Dernière chose, prise en compte, parce que cette méthode est très récente, d'un outil de référence qu'on verra ensemble très bientôt, c'est le cadre européen commun de référence. Le Conseil de l'Europe a élaboré, je vous en ai déjà touché un mot et on l'observera un peu plus en détail, un cadre européen commun de référence, c'est-à-dire une façon d'évaluer les niveaux de compétences qu'on peut viser dans l'enseignement et dans l'apprentissage des langues, quelles que soient les langues. Il y a des niveaux qui ont été étalonnés, qui correspondent à certaines compétences à communiquer, du niveau A1, A2, etc., etc. C'est un outil de référence qui commence à se diffuser largement, que les didacticiens, les enseignants, les auteurs de méthodes, on en a la preuve, utilisent désormais. Et donc, par exemple, on nous dit que Studio 100, en ce qui concerne Studio 100, si l'on consulte les savoir-faire requis pour le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, on constate que les objectifs de Studio 100 vont largement au-delà de ceci. Donc, ça veut dire qu'on invite l'enseignant à aller vérifier s'il souhaite atteindre le niveau A1 avec ses apprenants. Il ne faut pas qu'il fasse tout ce qui est là-dedans. S'il souhaite atteindre un niveau supérieur, il va trouver là-dedans un certain nombre d'activités de support complémentaires. Donc il va pouvoir réguler l'utilisation de la méthode avec les niveaux étalonnés de compétences posés comme objectif d'apprentissage. C'est ça que ça veut dire. C'est un complément du choix de souplesse pédagogique qui a été fait par les auteurs, puisque ça permet encore une fois d'adapter le rythme, la quantité, la profondeur d'exploitation de la méthode au public, à ses objectifs et aussi au contexte pédagogique et par exemple au temps de travail qui nous sont donnés. Et là encore, on voit bien qu'on est dans une dynamique où on ne plaque pas la même méthode à tout le monde de la même façon, mais où on essaye d'adapter le plus possible les outils aux besoins précis des apprenants. Bien sûr, ça requiert un travail important de la part des enseignants. Parce qu'évidemment, c'est eux qui vont faire l'adaptation, c'est eux qui vont transposer, qui vont sélectionner, qui vont choisir ceux qu'ils vont prendre et ceux qu'ils ne vont pas prendre, dans quel ordre ils vont le faire et à quel rythme ils vont le faire. Et ça renvoie donc, vous voyez bien les mots que je viens d'employer, hein, ça renvoie donc les enseignants à leur responsabilité didactique.